Pourquoi un peuple, à peine libéré d'un occupant étranger, acclama-t-il le retour d'un monarque dont le premier geste fut de jeter cette liberté aux oubliettes? C'est l'une des anomalies les plus troublantes de l'histoire européenne. Une énigme gravée dans le marbre sombre des palais de Madrid et peinte dans les cauchemars de Goya. L'Espagne, au début du XIXe siècle, est un chaudron de passion. Elle s'est vidée de son sang pendant 6 longues années pour repousser les armées de Napoléon, non pas au nom d'un roi absent, mais au nom de la nation elle-même. Dans cette lutte, une idée nouvelle est née, la souveraineté du peuple. Les Cortes de Cadix, un parlement révolutionnaire, ont rédigé en 1812 une constitution libérale, l'une des plus avancées de son temps. Elle limitait le pouvoir du roi, garantissait les libertés fondamentales et faisait de chaque Espagnol un citoyen, non plus un sujet. L'espoir était immense. Et puis, le roi est revenu. Ferdinand VII, surnommé le Désiré, rentre de son exil doré en France. Le peuple, épuisé par la guerre, voit en lui le symbole de la paix retrouvée, de l'indépendance restaurée. Il est accueilli par des foules en délire. Les gens détellent les chevaux de son carrosse pour le tirer eux-mêmes, criant « Vive les chênes !» une supplique insensée pour le retour à la servitude. Ferdinand comprend immédiatement le message. Il n'est pas un roi constitutionnel, il est un maître absolu par la volonté de ceux-là même qu'il s'apprête à opprimer. Le 4 mai 1814, à Valence, il signe un décret qui est un véritable coup d'État. D'un trait de plume, il abolit la constitution de Cadix, déclare illégaux tous les actes des Cortes et promet de punir quiconque osera défendre les idées nouvelles. Le rêve de liberté s'effondre en une nuit. C'est plus qu'une simple restauration de l'ancien régime, c'est une vengeance personnelle, méticuleuse et sadique. Ferdinand n'est pas un idéologue, c'est un homme profondément médiocre, lâche et rancunier, dont le seul talent est la dissimulation. Pendant sa captivité, il écrivait des lettres flatteuses à Napoléon, le félicitant pour ses victoires sur les Espagnols. De retour au pouvoir, il se transforme en bourreau de ceux qui se sont battus pour lui. Son règne devient une chasse à l'homme. Les libéraux, les intellectuels, les héros de la guerre d'indépendance sont traqués par une police politique redoutable. Les prisons se remplissent, les chambres de torture résonnent à nouveau. Le roi ne se contente pas de tuer, il humilie. Il prend un plaisir pervers à dégrader ses ennemis. L'instrument le plus symbolique de cette régression est la restauration de l'Inquisition espagnole. Cette institution médiévale que même les Bourbons éclairés du XVIIIe siècle avaient mise en sommeil renaît de ses cendres. Elle ne chasse plus tant les hérétiques que les penseurs des Lumières. Lire un livre de Voltaire ou de Rousseau devient un crime. Discuter des droits de l'homme est une trahison. L'Espagne, qui avait entrevu le XIXe siècle, est brutalement ramenée 300 ans en arrière. Le pays se couvre d'un silence de plomb, celui des délateurs et de la peur. Les universités sont épurées, les professeurs les plus brillants sont exilés ou emprisonnés. Le roi lui-même, reclus dans son palais, s'entoure d'une cour de flatteurs et de bouffons, se méfiant de toute intelligence et de toute compétence. Son pouvoir ne repose pas sur la force militaire ou la prospérité économique. L'empire américain s'effondre d'ailleurs sous son règne, mais sur l'apathie et la terreur. C'est là que réside sa toxicité la plus profonde. Il n'a pas seulement détruit des vies, il a empoisonné l'âme même de la nation, enseignant à son peuple que la loyauté s'achète par la soumission et que la liberté est une trahison. La question demeure, pourquoi ? Pourquoi cette adulation pour le tyran? Peut-être que la fatigue d'une guerre atroce a rendu le peuple avide d'un ordre ancien, même s'il était injuste. Peut-être que l'idée de citoyenneté était trop abstraite, trop neuve pour une société encore profondément rurale et pieuse. Ferdinand était un symbole simple, tangible, celui du roi de droit divin, une figure paternelle et terrible. Il a offert à son peuple la sécurité de la servitude en échange de la dangereuse incertitude de la liberté. Et le peuple a accepté. C'est une leçon amère sur la nature humaine. Le pouvoir d'un tyran ne vient pas seulement de ses armées, il vient aussi des peurs, des préjugés et des désirs inavoués de ceux qu'il gouverne. Ferdinand VII a construit son trône non pas sur des pierres, mais sur la démission volontaire de tout un peuple. Un État centralisé sur les ruines de l'espoir. Son règne est une décennie de plomb.
la décennie abominable, comme l'appelleront les historiens, il finira par mourir dans son lit, laissant derrière lui un pays ruiné, divisé, et une guerre de succession qui ensanglantera l'Espagne pour des décennies. Son héritage est un poison lent qui a continué d'agir longtemps après sa mort, nourrissant les conflits qui allaient déchirer le pays jusqu'au XXe siècle. Le plus effrayant dans le destin de Ferdinand n'est pas sa cruauté, mais la facilité avec laquelle il a été accepté. Il est le miroir de la part sombre d'une société, celle qui préfère un maître connu à une liberté inconnue. Il a démontré qu'un seul homme, sans génie particulier mais avec une volonté de nuire sans limite, peut arrêter le cours de l'histoire et faire reculer une nation entière. Le pouvoir qu'il a exercé était absolu, non parce qu'il était un grand stratège ou un chef charismatique, mais parce que les circonstances lui ont permis de libérer ses plus bas instincts. Il n'était pas un lion rugissant, mais un scorpion qui pique par pure nature. Son histoire est une mise en garde. Le désir de liberté est fragile et peut être balayé par la peur du chaos. Les chaînes que les Madrilènes acclamaient n'étaient pas seulement de fer, elles étaient mentales, et ce sont les plus difficiles à briser. La toxicité de Ferdinand a infecté le corps politique espagnol pour plus d'un siècle, prouvant que le pire des poisons n'est pas celui qui tue vite, mais celui qui corrompt lentement, de l'intérieur, jusqu'à ce que la victime elle-même ne sache plus distinguer la santé de la maladie. Pourriez-vous conserver votre humanité si vous déteniez un pouvoir où chacun de vos désirs est loi ? Cette question hante les couloirs du pouvoir depuis que le premier homme a commandé au second. Ferdinand n'était qu'une manifestation moderne d'une pathologie ancienne, une maladie de l'âme qui s'épanouit dans le silence des sujets et l'absence de contre-pouvoir. La couronne qu'il portait n'était pas seulement un cercle d'or, c'était un amplificateur de sa propre noirceur. Elle a transformé un homme médiocre en une catastrophe nationale. Son portrait par Goya est saisissant. Un visage bouffi, un regard vide et satisfait. L'incarnation de la banalité du mal. Il n'a pas l'air d'un monstre, et c'est précisément ce qui le rend monstrueux. Il est la preuve que pour devenir un tyran, il n'est pas nécessaire d'être un génie du mal. Il suffit d'être un homme faible, envieux et lâche, à qui l'on a donné un pouvoir infini. Il a régné par la peur, mais sa plus grande peur était celle de son propre peuple, de son intelligence, de son potentiel. Chaque livre brûlé, chaque libéral exécuté était un acte de conjuration contre cette peur. Son héritage est paradoxal. En voulant anéantir le libéralisme, il l'a transformé en un idéal martyr, une cause pour laquelle des générations d'Espagnols allaient se battre. Sa tyrannie a involontairement forgé l'identité politique de ses ennemis. C'est l'ironie ultime des despotes. En cherchant à tout contrôler, ils créent les forces qui finiront par les détruire. Mais le prix de cette leçon a été terrible. Des dizaines de milliers de vies brisées, un développement économique et social retardé d'un siècle et une culture de la méfiance politique qui perdure encore aujourd'hui. L'histoire de Ferdinand VII n'est pas seulement celle d'un mauvais roi. C'est l'histoire d'une occasion manquée, d'une révolution trahie et d'un long cauchemar dont l'Espagne a mis plus de 150 ans à se réveiller. Il est le saint patron des contre-révolutions, le roi qui a regardé l'avenir en face et a choisi délibérément de faire marche arrière. Et le plus troublant, c'est que pendant un temps, son peuple l'a suivi. C'est un rappel glaçant que le chemin vers la servitude est souvent pavé des acclamations de la foule. La question de la responsabilité est un labyrinthe moral. Qui porte le plus lourd fardeau, le tyran qui ordonne l'atrocité ou la foule qui, par peur ou par conviction, applaudit à son passage? C'est le dilemme qui se pose à chaque génération confrontée à l'absolutisme. Ferdinand n'aurait été rien sans le soutien, au moins passif, d'une partie de l'Église, de l'aristocratie et du peuple. Il a été le catalyseur de leur peur, le réalisateur de leur désir de régression. Il a offert une réponse simple à des temps compliqués, le retour à un passé idéalisé qui n'avait jamais vraiment existé. Et dans la lassitude post-révolutionnaire, cette promesse a trouvé un écho puissant. La toxicité n'était pas seulement en lui, elle était latente dans la société et il n'a fait que la libérer comme on ouvre une boîte de Pandore.
son règne est le drame de la liberté offerte trop tôt ou peut-être de la servitude acceptée trop facilement. Ce poison du pouvoir, qui a transformé un roi désiré en un geôlier, n'était pas une invention du XIXe siècle. C'est une drogue ancienne, dont les effets les plus spectaculaires avaient été observés bien des siècles auparavant dans le cœur même du plus grand empire que le monde ait connu. Là, le pouvoir n'était pas seulement royal, il était divin, et sa corruption n'engendrait pas la régression, mais une folie flamboyante et meurtrière. Avant que les trônes d'Europe ne tremblent sous le poids de leurs despotes, Rome avait déjà offert au monde le prototype du monarque absolu devenu fou, un jeune homme dont le nom résonne encore comme un avertissement, Caligula. Le pouvoir qu'il détenait était si vaste qu'il a fini par dissoudre les frontières de sa propre raison, le laissant seul face à un monde qu'il croyait pouvoir modeler à son image. Son histoire est celle d'une chute vertigineuse, non pas d'un trône, mais de l'humanité elle-même. Qu'est-ce qui est le plus coupable selon vous? La main qui signe le décret de la tyrannie ou les millions de voix qui l'ont réclamé? Dites-nous si la faute incombe au tyran qui abuse de son pouvoir ou au peuple qui le lui a offert sur un plateau d'argent. Écrivez votre choix dans les commentaires. Bien avant que les trônes d'Europe ne tremblent sous le poids de leurs despotes, Rome avait déjà offert au monde le prototype du monarque absolu devenu fou. Au cœur d'un empire qui s'étendait de la Bretagne à l'Égypte, un jeune homme de 24 ans, Caius Julius César Augustus Germanicus, monte sur le trône en l'an 37 de notre ère. Le peuple l'adore, il est le fils du grand général Germanicus, un héros national. Il est beau, charismatique. Son surnom, Caligula, petite sandale, lui vient de son enfance passée dans les camps militaires et sonne avec une affection populaire. Les premiers mois de son règne sont un véritable âge d'or. Il amnistie les prisonniers politiques, abolit des impôts impopulaires, organise des jeux grandioses. Rome respire. Le Sénat, terrorisé par son prédécesseur Tibère, lui accorde tous les honneurs. Il semble être le souverain parfait, l'incarnation de l'espoir impérial. Et puis, après seulement 8 mois, quelque chose se brise. Une grave maladie le frappe et le laisse entre la vie et la mort pendant des semaines. Quand il se rétablit, ce n'est plus le même homme. Ou peut-être le masque est-il simplement tombé, révélant le monstre qui sommeillait. La transformation est brutale, incompréhensible pour ses contemporains. Le jeune prince charmant devient un tyran paranoïaque et sadique. Est-ce une lésion cérébrale, comme certains historiens le suggèrent, ou le pouvoir absolu, soudainement réalisé dans sa totalité, a-t-il simplement fait sauter les dernières digues de sa raison? La question reste ouverte, mais les conséquences sont terrifiantes. Caligula commence par exiger d'être vénéré comme un dieu vivant. Il fait construire des temples en son honneur, installe sa propre statue dans le temple de Jérusalem, un acte de provocation blasphématoire qui manque de déclencher une guerre. Il ne se contente pas d'être empereur, il veut être Jupiter en personne. Ses sœurs ne sont plus ses sœurs, mais ses épouses, dans un inceste public qui choque la morale romaine la plus dépravée. Il humilie les sénateurs, les forçant à courir en toge des kilomètres derrière son char ou à le servir à table comme des esclaves. Il n'y a plus de loi, seulement ses caprices. Et ces caprices sont mortels. Des citoyens sont exécutés pour les raisons les plus futiles, parce qu'ils sont trop beaux, trop riches, ou simplement parce que l'empereur s'ennuie. Il aurait un jour soupiré lors de jeux où la foule ne l'acclamait pas assez fort, si seulement le peuple romain n'avait qu'une seule tête, pour que je puisse la couper d'un seul coup. Son règne devient un théâtre de l'absurde et de la cruauté. L'épisode le plus célèbre reste celui de son cheval Incitatus. Selon les chroniqueurs, Caligula aimait tellement sa monture qu'il lui fit construire une écurie de marbre avec une mangeoire en ivoire. Il l'invitait à dîner, lui faisant servir de l'avoine mélangée à des flocons d'or. Et comble de la provocation, il annonça son intention de le nommer consul, la plus haute magistrature de la République. Était-ce la preuve de sa folie pure ou une farce macabre, une manière de montrer aux sénateurs qu'un cheval était plus digne de confiance et plus compétent qu'eux? C'est une énigme psychologique fascinante. Caligula brouille constamment les pistes entre la démence et la satire politique.
En se proclamant Dieu, en faisant d'un animal un consul, il ne fait pas que satisfaire ses délires. Il expose la vacuité et la servilité de l'élite romaine, prête à tout accepter pour survivre. Son règne n'est pas seulement une tyrannie, c'est une performance artistique terrifiante sur la nature du pouvoir. Quand un homme se prend pour un dieu, ses prières sont exaucées par des bourreaux. La vie au palais impérial se transforme en un cauchemar orgiaque et sanglant. Caligula transforme une partie du palais en un bordel, forçant les femmes et les filles des sénateurs à s'y prostituer pour renflouer les caisses de l'État qu'il a vidées par ses dépenses extravagantes. Il organise des banquets somptueux où les mets les plus exotiques s'y sont servis tandis qu'à côté, des prisonniers sont torturés à mort pour le divertissement des convives. Il parle à la lune qu'il considère comme son amante et construit un pont de bateau de plusieurs kilomètres sur la baie de Naples simplement pour pouvoir la traverser à cheval, défiant ainsi les prophéties qui prédisaient qu'il n'avait pas plus de chance de devenir empereur que de traverser cette baie à cheval. Chaque acte est une transgression, une affirmation de sa puissance sur les lois de la nature et des hommes. Il est le pouvoir absolu incarné, un enfant capricieux avec le monde pour jouet. Et comme un enfant cruel, il prend plaisir à briser ses jouets un par un. La peur à Rome devient palpable. Personne n'est à l'abri. Un simple regard, un mot mal interprété peut vous conduire à la mort. Le système politique romain déjà fragile est entièrement paralysé par l'arbitraire d'un seul homme. Pourtant, même dans cette folie, il y a une sorte de logique tordue. Caligula expose la vérité crue du principat. L'empereur n'est pas un magistrat, il est un maître. En poussant cette logique à son extrême, il révèle la fiction sur laquelle reposait le pouvoir d'Auguste et de Tibère. Il est le monstre que le système a créé. Le pouvoir illimité ne l'a pas seulement corrompu, il l'a déshumanisé, le coupant de toute réalité, de toute empathie. Il est seul au sommet, entouré de miroirs qui ne lui renvoient que l'image de sa propre divinité autoproclamée. C'est peut-être la plus grande toxicité de toutes, l'isolement absolu du pouvoir. Quand personne ne peut vous dire « non », le mot perd toute signification. Le monde extérieur n'est plus qu'un décor pour vos fantasmes, et les autres êtres humains de simples figurants dans votre drame personnel. C'est cette désintégration de la personnalité que les chroniqueurs romains comme Suétone et Dion Cassius ont décrite avec un mélange de fascination et d'horreur. Leurs récits, même s'ils sont probablement exagérés, peignent le portrait d'un esprit en chute libre, entraînant avec lui le plus grand empire du monde. La fin était inévitable. Après moins de 4 ans de règne, la terreur est devenue insupportable, même pour ceux qui en profitaient. La garde prétorienne, l'unité d'élite chargée de protéger l'empereur, est celle qui scellera son destin. Ce sont ses propres gardes du corps, menés par un officier nommé Cassius Chaerea, que Caligula humiliait constamment, qui organise le complot. Le 24 janvier de l'an 41, dans un couloir souterrain du palais, il le poignarde à de multiples reprises. Sa femme et sa fille sont également assassinées, pour éteindre toute sa lignée. La nouvelle de sa mort provoque une explosion de joie et de soulagement à Rome. Le Sénat tente brièvement de restaurer la République, mais il est trop tard. Le système est trop dépendant d'un seul homme. C'est finalement l'oncle de Caligula, le timide et bègue Claude, qui sera acclamé empereur par les prétoriens. L'Empire a survécu à son empereur fou, mais le traumatisme est profond. Caligula a laissé une cicatrice indélébile dans la psyché romaine. Son règne est devenu un avertissement pour les siècles à venir. Il est l'exemple ultime de ce qui arrive lorsque le pouvoir absolu est placé entre les mains d'un individu instable. Il a montré que la civilisation la plus avancée, l'administration la plus efficace, peuvent être mises à genoux par la pathologie d'un seul homme. Mais sa folie était une tempête, une explosion de passion et de délire spectaculaire et finalement brève. C'était un feu de paille dévastateur. Des siècles plus tard, dans les forêts sombres de l'Est de l'Europe, un autre souverain allait démontrer que la cruauté la plus terrifiante n'est pas celle qui explose dans un accès de folie, mais celle qui se planifie, qui se calcule froidement, qui se transforme en un instrument de gouvernance et en une forme d'art macabre. Là-bas, la terreur ne serait pas un caprice, mais un système dont les fondations seraient des pieux de bois et les murs, la peur pure. Ce nouveau visage de la terreur est né de la nécessité.
ou du moins c'est ainsi que son créateur l'a justifié. Au XVe siècle, la Valachie, une petite principauté orthodoxe coincée entre le puissant royaume de Hongrie et l'expansionnisme implacable de l'Empire ottoman, est un champ de bataille permanent. Les intrigues des nobles locaux, les boyards, toujours prêts à trahir leur prince pour un peu d'or, rendent toute gouvernance stable impossible. C'est dans ce monde brutal et sans pitié qu'un jeune prince, Vlad, fils de Vlad Dracul, monte sur le trône pour la deuxième fois en 1456. Son enfance a été marquée par la violence. Il a été otage des Ottomans, a vu son père et son frère aîné être assassinés par des boyards rivaux. Il a appris une leçon essentielle. Dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. La seule loyauté qui vaille est celle imposée par la peur. Et Vlad va faire de la peur non seulement un outil, mais l'unique pilier de son État. Son nom entrera dans l'histoire, non pas tant pour sa lutte contre les Turcs que pour la méthode qu'il a perfectionnée jusqu'à l'horreur, l'empalement, Vlad l'empaleur. Son objectif est simple, restaurer l'ordre et l'indépendance de la Valachie. Ses méthodes sont d'une brutalité inouïe. Même pour une époque qui n'était pas tendre, il commence par les boyards qu'il juge responsables de la faiblesse du pays. Selon la légende, le jour de Pâques, il invite tous les nobles qui ont conspiré contre sa famille à un grand banquet. Au milieu du festin, il les fait arrêter. Les plus âgés sont immédiatement empalés sur des pieux devant le palais. Les plus jeunes sont emmenés en esclavage pour reconstruire une de ses forteresses. Le message est clair, la trahison ne sera plus tolérée. Mais ce n'est que le début. Vlad étend sa terreur à toute la société. Il déclare la guerre à la criminalité, à la corruption et à la paresse. Les histoires sur sa justice expéditive sont devenues des légendes. Un jour, pour tester l'honnêteté de ses sujets, il place une coupe en or au milieu de la place du marché de sa capitale, Targovishte. Pendant tout son règne, personne n'osa la voler. Les voleurs, les menteurs, les femmes adultères, tous finissent sur un pieu. L'empalement n'est pas une simple exécution, c'est un spectacle d'agonie. La victime, empalée sur un pieu aiguisé mais non pointu, inséré par l'anus ou le vagin et ressortant par la bouche ou l'épaule pour ne pas toucher les organes vitaux, pouvait agoniser pendant des heures, voire des jours, à la vue de tous. Ce n'est pas du sadisme pur, ou du moins, pas seulement, c'est une technologie politique. Vlad comprend que pour gouverner un peuple indiscipliné et se défendre contre un ennemi surpuissant, il doit créer une terreur si absolue qu'elle anéantit toute velléité de désobéissance ou de trahison. Il transforme la cruauté en un langage que tout le monde, du plus humble paysan au sultan ottoman, peut comprendre. Son chef-d'œuvre de terreur psychologique a lieu en 1462. Lorsque le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, envahit la Valachie avec une armée immense. Vlad, incapable de le vaincre en bataille rangée, pratique la politique de la terre brûlée et le harcèlement constant. Mais son acte le plus marquant est ailleurs. Lorsque l'armée ottomane s'approche de Targovishte, elle découvre une vision d'apocalypse. Une immense plaine couverte de pieux, une forêt de pieux, sur lesquels pourrissent les corps de plus de 21 000 prisonniers turcs et bulgares. L'effet est dévastateur. L'armée ottomane, pourtant aguerrie, est si horrifiée par ce spectacle que le moral s'effondre. Mehmed II, malgré sa supériorité militaire, décide de faire demi-tour. Vlad a gagné la bataille psychologique. Il a montré au monde que sa cruauté n'avait aucune limite. Son règne est un paradoxe. En Roumanie, il est encore aujourd'hui considéré par beaucoup comme un héros national, un défenseur intransigeant de l'indépendance, un souverain juste bien que sévère, qui a nettoyé le pays du crime et de la corruption. À l'extérieur, notamment dans les chroniques allemandes et turques de l'époque, il est dépeint comme un monstre assoiffé de sang, un démon en chair et en os. Les histoires qui circulent sur lui sont terrifiantes. On raconte qu'il aimait dîner au milieu de ses victimes empalées, trempant son pain dans leur sang. On dit qu'il a fait clouer les turbans sur la tête d'émissaires ottomans qui avaient refusé de se découvrir devant lui. Vérité ou propagande, la frontière est mince. Mais ces histoires, qu'elles soient vraies ou non, ont contribué à forger sa légende noire, celle qui inspirera 4 siècles plus tard, l'écrivain irlandais Bram Stoker pour créer le personnage de vampire le plus célèbre de tous les temps, le comte Dracula.
Le monstre littéraire était né de la terreur historique d'un prince bien réel. La cruauté calculée de Vlad était une forme de théâtre, une mise en scène du pouvoir destiné à paralyser l'ennemi. Mais bien des siècles avant lui, un autre souverain avait lui aussi exploré les liens troubles entre le spectacle et la mort, non pas pour sauver son pays, mais pour satisfaire ses propres névroses esthétiques. À Rome, un empereur artiste allait transformer la plus grande ville du monde en décor pour sa propre tragédie sanglante. Qu'est-ce qui était le plus effrayant, un fou qui se prend pour un dieu ou un pragmatique qui organise un génocide pour le profit? Le règne de Vlad Dracula est un cas d'école de la terreur comme instrument politique. Il n'était pas fou, il était rationnel, terriblement rationnel. Mais cette rationalité au service de la cruauté est peut-être plus glaçante que la démence la plus spectaculaire. Chaque pieu était un argument, chaque agonie un message. Il a utilisé la barbarie pour défendre ce qu'il considérait comme la civilisation. C'est une contradiction qui se retrouvera chez de nombreux tyrans à travers l'histoire. Ils justifient à leurs atrocités par un but plus élevé: l'ordre, la nation, la foi. Mais à force de regarder dans l'abîme finit par regarder en eux. Vlad a peut-être sauvé la Valachie pour un temps, mais il l'a fait en sacrifiant une partie de son humanité et de celle de son peuple. La peur est un fondement efficace mais stérile. Un État construit sur la peur ne peut pas prospérer, il peut seulement survivre, dans un état de contraction et de méfiance permanente. La véritable tragédie de Vlad n'est pas sa cruauté, mais le fait qu'il ait pu penser, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle était la seule solution. Le théâtre de la cruauté de Vlad était en plein air, brutal, destiné à être vu de loin. C'était un art primitif et efficace. Mais retournons à Rome, un millénaire plus tôt. Là, un autre monstre occupait le trône. Un homme pour qui la cruauté n'était pas un outil politique, mais une matière première artistique. Lucius Domitius Aenobarbus, plus connu sous le nom de Néron, est devenu empereur en l'an 54. Comme Caligula, il est jeune, populaire au début, et son règne commence sous de bons auspices, guidé par son précepteur, le philosophe Sénèque. Mais l'ombre du pouvoir toxique rôde. Le problème de Néron n'est pas la folie, mais un narcissisme pathologique. Il ne se rêve pas en Dieu, il se rêve en artiste. Il se voit comme un grand poète, un musicien exceptionnel, un acteur tragique de génie. Le problème, c'est qu'il est profondément médiocre. Et quand un artiste médiocre dispose d'un pouvoir absolu, il ne cherche pas à améliorer son art, il cherche à éliminer les critiques. La scène doit être nettoyée pour son grand spectacle. Le premier acte de sa tragédie personnelle est le meurtre de son demi-frère Britannicus, rival potentiel pour le trône, empoisonné lors d'un banquet familial. Le deuxième acte, plus audacieux, est le matricide. Sa mère, Agrippine, une femme de pouvoir intrigante qu'il a placée sur le trône, devient trop encombrante. Il tente d'abord de la noyer dans un bateau saboté, mais elle en réchappe à la nage. Alors, il envoie des assassins la poignarder dans une scène d'une froideur shakespearienne. Il se débarrasse ensuite de sa femme Octavie pour épouser sa maîtresse Popée. Le décor est planté, le pouvoir est consolidé. La scène lui appartient, il peut enfin se consacrer à son art. Il se produit en public, chantant ses poèmes accompagnés de sa lyre, un spectacle indigne pour un empereur romain qui choque l'aristocratie. Il participe à des courses de chars, s'exhibe sur les scènes de théâtre. Il ne gouverne plus, il joue, Rome est son public captif, et les applaudissements sont obligatoires. Toute critique est un crime de lèse-majesté. Puis vient l'événement qui scellera sa réputation pour l'éternité, le grand incendie de Rome en l'an 64. Le feu ravage la ville pendant plus d'une semaine, détruisant des quartiers entiers. La rumeur enfle rapidement, c'est Néron qui a allumé l'incendie. On raconte qu'il a regardé le spectacle depuis son palais en déclamant des vers sur la chute de Troie, trouvant dans la destruction de sa propre capitale une source d'inspiration artistique. Est-ce vrai? Les historiens modernes en doutent. L'incendie était probablement accidentel, mais la perception est plus forte que la réalité. Pour le peuple de Rome, Néron est l'incendiaire, l'empereur pyromane qui a sacrifié sa ville à son ego. Pour détourner la colère populaire, Néron a besoin d'un bouc émissaire. Il le trouve dans une petite secte orientale alors méprisée et mal comprise, les chrétiens. C'est le début de la première grande persécution.
Et là encore, Néron transforme la mort en spectacle. Il ne se contente pas de tuer, il met en scène. Les chrétiens sont livrés aux bêtes sauvages dans l'arène, crucifiés ou enduits de poids et brûlés vifs pour servir de torches humaines lors de ces fêtes nocturnes dans les jardins impériaux. La cruauté n'est plus seulement une punition, elle devient une forme d'art macabre, une performance pour un public blasé. Son règne continue sa descente dans le surréalisme. Après la mort de sa femme Poppée, qu'il aurait tuée d'un coup de pied dans le ventre alors qu'elle était enceinte, il tombe dans une profonde dépression. Il trouve un jeune esclave, Sporus, dont le visage ressemble étrangement à celui de Poppée. Il le fait castrer, l'habille en femme et l'épouse publiquement avec toute la pompe d'un mariage impérial. Il ne s'agit plus de politique ou de pouvoir, mais d'une tentative désespérée de recréer une réalité qui lui échappe, de tordre le monde pour qu'il se conforme à ses désirs et à ses deuils. Le narcissique infantile a brisé tous ses jouets et tente maintenant de les recoller de la manière la plus grotesque qui soit. L'Empire, pendant ce temps, est négligé. Les finances sont au plus bas. Les légions aux frontières grondent. La coupe est pleine. Une série de révoltes éclate dans les provinces. Le Sénat, qu'il a longtemps craint et méprisé, le déclare finalement ennemi public. Abandonné de tous, Néron s'enfuit de Rome et, incapable de se suicider lui-même, se fait poignarder par son secrétaire. Ses dernières paroles, selon la légende, furent « Quel artiste le monde perd en moi ?» Il n'a jamais compris. Sa tragédie n'était pas celle de l'artiste incompris, mais celle du tyran qui a confondu le monde avec sa scène personnelle et le sang de ses sujets avec de la peinture. Son héritage est un Rome en ruine et une leçon terrible sur les dangers de confier un pouvoir infini à un homme qui n'aime que son propre reflet. Sa chute a laissé un vide, mais aussi une prise de conscience. Le pouvoir absolu, même entre les mains d'un esthète, mène au désastre. Un tel pouvoir devait être contenu, mais la leçon ne serait pas apprise facilement, et bien des siècles plus tard, sur une île pluvieuse au nord, un roi bien plus médiocre et pragmatique allait, par sa seule incompétence et sa cruauté mesquine, provoquer sans le vouloir la naissance d'un document qui allait changer à jamais la relation entre le souverain et ses sujets. Un tyran qui tue pour le pouvoir est-il plus pardonnable qu'un tyran qui tue pour ses applaudissements? Partagez votre opinion. Lequel de ces monstres vous semble le plus dangereux? Celui qui cherche à dominer le monde ou celui qui veut simplement être le centre de l'attention? Répondez par le stratège ou l'artiste dans les commentaires. Le pouvoir absolu peut mener à la folie grandiose d'un Caligula ou au narcissisme meurtrier d'un Néron. Mais il existe une autre forme de toxicité, moins spectaculaire mais tout aussi dévastatrice, celle de la médiocrité. L'histoire de Jean sans Terre, roi d'Angleterre au début du XIIIe siècle, est celle d'un homme qui n'aurait jamais dû régner. Un souverain dont la faiblesse, la cupidité et la paranoïa ont conduit son royaume au bord du gouffre. Et pourtant, paradoxalement, c'est de l'abîme de son règne qu'est née une lueur d'espoir, un document qui allait jeter les bases de la liberté constitutionnelle pour les siècles à venir. Jean était le plus jeune fils d'Henri de Plantagenet, un roi puissant dont l'empire s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées. N'étant pas destiné à hériter de terres significatives, son père l'avait surnommé Lackland, sans terre. Ce surnom lui colla à la peau et sembla définir son caractère, un homme animé par un sentiment d'infériorité permanent, envieux de ses frères aînés, notamment du charismatique Richard Cœur de Lion. Toute sa vie fut une série de trahisons pour compenser ce manque originel. Il conspira contre son propre père. Puis, pendant que son frère Richard était en croisade, il tenta d'usurper le trône. Lorsqu'il devient enfin roi en 1199, après la mort de Richard, il hérite d'une situation difficile. Mais c'est son caractère qui va tout transformer en catastrophe. Il n'a ni le génie militaire de son frère, ni le sens politique de son père. Il est méfiant, cruel et incroyablement avare. Son règne est une succession d'échecs humiliants. En France, il perd bataille après bataille contre le roi Philippe Auguste. En quelques années, il perd le duché de Normandie, l'Anjou, le Maine, le berceau de la dynastie Plantagenète. Cette défaite colossale n'est pas seulement une perte territoriale, c'est une humiliation qui lui vaut un nouveau surnom, Jean l'épée molle.
Pour financer ses guerres désastreuses, il pressure ses sujets avec des impôts écrasants, bien au-delà de ce que la coutume féodale autorisait. Il saisit les terres de l'Église, ce qui lui vaut d'être excommunié par le pape Innocent III. Pendant plusieurs années, l'Angleterre est mise sous interdit. Plus de baptême, plus de mariage, plus d'enterrements religieux. Le pays est coupé de la chrétienté, une situation intolérable pour la population. La cruauté de Jean n'est pas celle, théâtrale, d'un Néron. Elle est mesquine, personnelle et vindicative. Il se méfie de ses barons, les piliers du royaume. Pour s'assurer de leur loyauté, il prend leurs enfants en otage. Il est célèbre pour sa luxure et utilise le viol des épouses et des filles de ses nobles comme un instrument d'humiliation politique. L'histoire de la femme de l'un de ses barons, Eustache de Vécy, est tristement célèbre. Pour échapper au roi, elle lui aurait substitué une prostituée dans son lit. Son traitement de ses rivaux est impitoyable. Son jeune neveu, Arthur de Bretagne, qui avait des prétentions légitimes au trône, est capturé. Il disparaît mystérieusement. La plupart des chroniqueurs de l'époque s'accordent à dire que Jean l'a assassiné de ses propres mains lors d'une nuit d'ivresse et a jeté son corps dans la Seine. Un autre de ses opposants, Guillaume de Briouze, s'enfuit, mais sa femme et son fils sont capturés. Jean les fait enfermer dans une cellule du château de Windsor et les laisse mourir de faim. On retrouva le corps de la mère qui, dans son agonie, avait dévoré les joues de son propre fils. C'est cette accumulation de défaites militaires, d'extorsions financières et de cruauté personnelle qui finit par unir contre lui une force improbable, les barons d'Angleterre. En 1215, lassé de sa tyrannie, il se révolte. Ce n'est pas une simple querelle féodale, c'est une révolution. Il ne cherche pas à le remplacer par un autre roi, il cherche à limiter son pouvoir. Il capture de Londres et force Jean à les rencontrer dans une prairie au bord de la Tamise, un lieu nommé Runnymede. C'est là, le 15 juin 1215, qu'il est contraint d'apposer son sceau sur un document qui allait changer le monde, la Magna Carta, la Grande Charte. Ce texte n'est pas, à l'origine, une déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un contrat féodal pragmatique qui vise à protéger les privilèges des barons, de l'Église et des marchands. Mais il contient des principes révolutionnaires. Il établit que personne, pas même le roi, n'est au-dessus de la loi. Il garantit que nul homme libre ne sera emprisonné ou dépossédé de ses biens sans un jugement légal. Il met en place un conseil de 25 barons pour surveiller le roi et s'assurer qu'il respecte ses engagements. Pour la première fois dans l'histoire européenne, le pouvoir d'un monarque est formellement limité par un document écrit, imposé par ses sujets. Jean n'avait bien sûr aucune intention de respecter la charte. Dès que les barons se sont dispersés, il la renie avec le soutien du pape qui la déclare illégale et honteuse. La guerre civile reprend, encore plus violente. Jean déchaîne ses mercenaires sur le pays, pillant et brûlant. Les barons désespérés vont jusqu'à offrir la couronne d'Angleterre au prince Louis de France. Le royaume est sur le point de s'effondrer. Mais le destin en décide autrement. En 1216, en pleine campagne militaire, Jean contracte la dysenterie. Il meurt dans la fièvre et l'agonie, haï de presque tous. Sa mort sauve probablement le royaume. Les régents de son jeune fils, Henri III, se hâtent de confirmer la Magna Carta pour rallier les barons et repousser les Français. La charte a survécu à son créateur involontaire. La toxicité de Jean sans Terre est donc profondément ironique. Aucun roi n'a fait plus de mal à l'Angleterre en si peu de temps. Et pourtant, aucun roi n'a, par ses méfaits, contribué de manière aussi décisive à la naissance des libertés anglaises. Il a été si mauvais, si incompétent, si cruel, qu'il a forcé ses sujets à inventer un nouveau type de politique. Il est le père de la Magna Carta, non par vision, mais par défaut. Il est la preuve que parfois, de la pire des tyrannies peut naître la plus grande des avancées. Son règne est une leçon sur le fait que le progrès n'est pas toujours le fruit de la sagesse, mais parfois, simplement, la conséquence inattendue de la bêtise et de la méchanceté. Cette naissance de la loi dans la douleur contrastait violemment avec ce qui se passait, quelques siècles plus tard, aux confins orientaux de l'Europe, où un autre souverain allait forger un État non pas sur la loi, mais sur la peur absolue et la paranoïa la plus sombre. Là-bas, en Moscovie,
Le pouvoir n'allait pas être limité, mais sacralisé. Le souverain ne serait pas un simple seigneur féodal, mais un autocrate oint de Dieu dont la volonté était la seule loi. Et lorsque cette volonté serait celle d'un esprit tourmenté, brillant mais instable, le pays tout entier serait plongé dans un bain de sang. Nous parlons d'un homme dont le surnom seul évoque une terreur presque mystique, Ivan le Terrible. Le contraste est saisissant. En Angleterre, la faiblesse d'un roi a engendré la loi. En Russie, la force d'un tsar a engendré la terreur. Deux chemins divergents, nés de la même source toxique du pouvoir sans contrôle. L'histoire d'Ivan est celle d'une transformation, le passage d'un réformateur éclairé à un tyran sanguinaire qui allait marquer l'âme russe d'une empreinte indélébile de violence et de soumission à l'autorité. Ivan IV de Russie monte sur le trône à l'âge de 3 ans, en 1533. Son enfance est un cauchemar. Il grandit au milieu des complots et des assassinats de la cour, où les clans de boyards se disputent le pouvoir avec une violence inouïe. Il voit sa mère être empoisonnée, ses amis être écartés, et vit dans une peur et une humiliation constantes. Cette jeunesse traumatisante forge en lui une haine profonde pour l'aristocratie et une conviction: pour survivre et gouverner, il doit être un maître absolu, impitoyable. Pourtant, la première partie de son règne est étonnamment prometteuse. Couronné tsar de toutes les Russies, à l'âge de 16 ans, il s'entoure d'un conseil de conseillers talentueux et mène des réformes ambitieuses. Il modernise l'administration, crée une nouvelle armée professionnelle, les Streltsy, et convoque le premier Zemski Sobor, une sorte d'assemblée nationale. Il conquiert les khanats de Kazan et d'Astrakhan, étendant considérablement le territoire russe vers l'est. Il semble être le grand souverain que la Russie attendait. Mais sous la surface, les démons de son enfance sont toujours là. Le tournant se produit à la fin des années 1550. Une série de malheurs personnels le frappe. Sa femme bien-aimée, Anastasia, meurt subitement. Ivan est convaincu qu'elle a été empoisonnée par les boyards. Des défaites militaires en Livonie s'ajoutent à son chagrin. L'un de ses plus proches amis et généraux, le prince Kurbski, le trahit et passe du côté de l'ennemi polono-lituanien. C'en est trop. La paranoïa latente d'Ivan explose et se transforme en une folie froide et vengeresse. En 1565, il met en scène un coup de théâtre politique. Il quitte Moscou et annonce son abdication, accusant les boyards de trahison. Le peuple, paniqué à l'idée de se retrouver sans tsar, le supplie de revenir. Il accepte, mais à une condition, qu'on lui accorde un pouvoir absolu pour purger le pays de ses ennemis. Il divise alors la Russie en 2 parties. La première, la Zemchtchina, reste sous l'administration traditionnelle. La seconde, l'Oprichnina, devient son domaine personnel, une sorte d'État dans l'État gouverné directement par lui. C'est le début d'un règne de terreur de 7 ans. L'Oprichnina devient l'instrument de sa paranoïa. Il crée une garde personnelle de plusieurs milliers d'hommes, les Oprichniki. Vêtus de noir, montant des chevaux noirs, ils portent comme emblème une tête de chien et un balai, symbolisant leur mission de flairer et de balayer la trahison. Ils deviennent rapidement une police politique, une escadron de la mort qui a le droit de piller, de torturer et d'exécuter quiconque est suspecté de déloyauté, sans aucune forme de procès. Le pays est plongé dans le chaos et la peur. Des familles entières de boyards sont massacrées, leurs terres confisquées. Mais la terreur ne se limite pas à l'aristocratie. Elle frappe au hasard pour maintenir une tension permanente. Les Oprichniki sèment la mort dans les villes et les campagnes. Ivan, depuis sa forteresse d'Alexandrov, une sorte de monastère-forteresse où il mène une vie étrange, mélange de débauche et de dévotion religieuse intense, dirige personnellement la purge. Il assiste aux tortures, imagine de nouveaux supplices et dresse des listes de victimes qu'il envoie ensuite au monastère pour que l'on prie pour le repos de leur âme. C'est un homme profondément pieux qui croit sincèrement que sa violence est une œuvre sainte, une purification du royaume voulu par Dieu. Le point culminant de cette folie organisée est le massacre de Novgorod en 1570. Persuadé que la riche cité marchande complote pour passer sous contrôle polonais, Ivan s'y rend avec son armée d'Oprichniki. Pendant 5 semaines, la ville était mise à sac. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont systématiquement torturés et massacrés.
Ils sont jetés dans la rivière Volkhov, glacés, brûlés vifs, empalés. Les chroniqueurs parlent de dizaines de milliers de morts. Novgorod, la plus grande rivale de Moscou, est ruinée à jamais. La terreur a atteint son paroxysme. Ivan a construit un État centralisé sur des fondations de crâne, mais l'histoire ne se souvient que de l'État, pas du prix des fondations. Pourtant, cette machine de terreur finit par se retourner contre son créateur. L'Oprichnina a tellement affaibli le pays que lorsque les Tatars de Crimée attaquent et brûlent Moscou en 1571, l'armée russe est incapable de les arrêter. Conscient de son échec, Ivan dissout l'Oprichnina l'année suivante. La terreur de masse prend fin, mais la violence reste. La tragédie la plus intime et la plus révélatrice de sa personnalité a lieu en 1581. Lors d'une dispute, dans un accès de rage, il frappe son fils aîné et héritier, le tsarévitch Ivan, à la tempe avec son sceptre de fer. Le jeune homme meurt quelques jours plus tard. Le célèbre tableau de Répine dépeint ce moment avec une puissance insoutenable. Le visage d'Ivan déformé par l'horreur et le remords, alors qu'il serre dans ses bras le corps mourant de son fils, le sang coulant sur leurs vêtements. C'est le portrait d'un tyran qui a finalement détruit ce qu'il aimait le plus, la victime ultime de sa propre fureur incontrôlable. Il mourra 3 ans plus tard, laissant le trône à son autre fils, Fédor, un homme simple d'esprit et incapable de gouverner. Sa mort ouvre une période de chaos et de guerre civile connue sous le nom de « Temps des troubles ». L'héritage d'Ivan le Terrible est immense et contradictoire. Il a unifié et agrandi la Russie, mais il l'a fait au prix d'une brutalité qui a traumatisé le pays pour des générations. Il a établi le modèle de l'autocrate russe, un pouvoir absolu, paternaliste et violent, un modèle qui influencera toute l'histoire russe jusqu'à Staline. Sa toxicité réside dans cette fusion de la construction de l'État et de la destruction de l'homme, dans cette idée que pour être forte, la Russie doit être craintive. La peur comme ciment de la nation, une idée qui trouvera un écho bien différent dans un autre royaume, à l'ouest. En France, un roi allait lui aussi bâtir un État moderne, mais ses armes ne seraient pas les raids de cavaliers noirs, mais le silence, l'espionnage et l'intrigue. Un roi qui ne ressemblait pas à un ours enragé, mais à une araignée patiente tissant sa toile. La peur est une prison, mais quelle prison est la plus effrayante ? Les murs visibles d'un cachot ou les barreaux invisibles de la surveillance et de la méfiance, où chaque voisin peut être un espion. Choisissez entre la terreur brutale d'un bourreau et la paranoïa distillée par un maître chanteur. Écrivez votre réponse, la terreur ouverte ou la paranoïa secrète. La violence d'Ivan le Terrible était une tempête de feu, une purge spectaculaire et sanglante. Mais il existe une autre forme de terreur, plus silencieuse, plus insidieuse, la terreur psychologique. À la fin du XVe siècle, le trône de France est occupé par un homme qui méprise le faste des cours et l'éclat des armures. Il ne rêve pas de conquêtes glorieuses sur les champs de bataille. Ses armes sont la ruse, la corruption, le chantage et une patience infinie. Ses contemporains l'ont surnommé l'universel aragne, l'araignée universelle, car il a passé son règne à tisser une toile complexe d'intrigues qui a étouffé ses ennemis un par un. Cet homme, c'est Louis XI, l'un des rois les plus redoutés et les plus secrets de l'histoire de France. Il hérite en 1461 d'un royaume encore convalescent, meurtri par la guerre de 100 ans. La noblesse est puissante, turbulente, et le pouvoir royal est fragile. Son grand rival, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, est plus riche et plus puissant que lui. Dans un affrontement direct, Louis risquerait de tout perdre. Il choisit donc une autre voie, celle de l'ombre. Louis XI est un personnage fascinant, pétri de contradictions. C'est un homme laid, mal habillé, qui se promène avec un vieux chapeau orné de médailles de plomb. Il est avare, superstitieux à l'extrême, et vit de manière presque bourgeoise, loin des splendeurs de la cour. Mais cet extérieur modeste cache une intelligence politique redoutable et une absence totale de scrupules. Il a une vision claire, abattre le pouvoir des grands seigneurs féodaux et construire un État français centralisé, moderne, où seule la volonté du roi fait loi. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Plutôt que la guerre, il préfère la diplomatie secrète, l'espionnage et la subversion.
Il dispose d'un réseau d'agents qui s'étend dans toutes les cours d'Europe, lui rapportant les secrets, les faiblesses et les vices de ses adversaires. Il achète les conseillers de ses ennemis, finance les révoltes dans leur territoire. Il ne frappe jamais de front, mais attend patiemment que le fruit soit mûr pour tomber. Contre le duc de Bourgogne, il soutient les révoltes des villes de Flandre et finance les mercenaires suisses qui finiront par tuer Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. Il n'a pas tiré une seule flèche, mais il a gagné la guerre. Mais c'est à l'intérieur de son royaume que sa méthode est à la plus toxique. Il gouverne par la peur et la méfiance. Il instaure une police politique efficace qui quadrille le pays. La délation est encouragée. Personne n'est à l'abri, ni le simple paysan, ni le plus grand-duc. La cour vit dans une atmosphère de paranoïa constante. Les murs ont des oreilles et un mot de travers peut vous conduire à la ruine. Louis XI n'aime pas les exécutions publiques et sanglantes. Il préfère des méthodes plus discrètes et plus cruelles psychologiquement. Il est célèbre pour avoir perfectionné, sinon inventé, une forme de torture particulièrement atroce, les fillettes. C'étaient des cages de fer ou de bois, si petites qu'un homme ne pouvait ni se tenir debout, ni s'allonger complètement. Les prisonniers y étaient enfermés pendant des années, suspendus au plafond dans les donjons sombres de ces châteaux, comme celui de Loches. Leur corps se déformait, leur esprit se brisait lentement. C'était une mort à petit feu, une agonie silencieuse et invisible, bien plus terrifiante pour l'imagination de ses sujets qu'un coup de hache sur un échafaud. Son traitement du cardinal de la Balue est un exemple tristement célèbre. Cet homme, son plus proche conseiller, l'a trahi en correspondant avec le duc de Bourgogne. Quand Louis le découvre, il ne le fait pas exécuter. Il le fait enfermer dans une de ses cages pendant 11 ans. Le cardinal, qui avait lui-même, dit-on, conseillé cette forme de punition, en devient la victime la plus connue. Louis XI prend un plaisir sadique à faire souffrir ses ennemis lentement, à les voir dépérir dans l'oubli. Il est le maître de la guerre psychologique. Il a compris que la peur de la souffrance est souvent plus efficace que la souffrance elle-même. Son château de Plessis-les-Tours, où il passe les dernières années de sa vie, est transformé en une forteresse. Il vit reclus, rongé par la maladie et la peur des complots. Il se méfie de tout le monde, y compris de son propre fils. Le roi araignée est devenu prisonnier de sa propre toile. Il a réussi son pari. À sa mort, en 1483, la France est unifiée, la noblesse est matée et le pouvoir royal est plus fort que jamais. Il a jeté les bases de la monarchie absolue qui culminera avec Louis XIV. Mais à quel prix ? Il a construit son État moderne sur la ruine de la confiance en enseignant à ses sujets la méfiance et la duplicité. Sa toxicité n'est pas dans le sang versé en masse, mais dans le poison de la suspicion qu'il a instillé dans les veines du corps politique. Il a prouvé qu'on peut être un grand roi, un bâtisseur d'État, et en même temps un tyran qui brise les âmes. Il représente une forme de pouvoir moderne, froide, bureaucratique et rationnelle dans sa cruauté. Une cruauté qui n'a pas besoin de la fureur d'un Ivan ou de la folie d'un Caligula. C'est la cruauté de l'administrateur, du calculateur, une forme de mal beaucoup plus proche de notre époque. Et cette modernité glaçante trouvera son apogée 4 siècles plus tard, non pas dans un château médiéval, mais dans les salons feutrés de Bruxelles. Là, un autre roi, sous les dehors d'un philanthrope et d'un homme d'affaires éclairé, allait mettre en place un système d'exploitation si monstrueux qu'il en ferait l'un des plus grands criminels de masse de l'histoire. Un homme qui n'a probablement jamais vu une goutte de sang de ses propres yeux, mais qui est responsable de la mort de millions de personnes. Cet homme, c'est Léopold II, roi des Belges. Son histoire est celle du côté le plus sombre de la modernité, de la colonisation et du capitalisme débridé. À la fin du XIXe siècle, l'Europe est en pleine course à l'Afrique. Les grandes puissances se partagent le continent comme un gâteau. La Belgique, petit pays neutre, est en marge de cette compétition. Son roi, Léopold II, est un homme ambitieux, frustré par les limites de sa couronne constitutionnelle. Il rêve de grandeur, de colonie, de richesse. Puisqu'il ne peut pas en obtenir pour la Belgique, il décide d'en acquérir une pour lui-même. Il jette son dévolu sur le bassin du Congo, une immense région au cœur de l'Afrique, encore largement inexplorée. Mais il ne peut pas simplement l'envahir, il doit être plus malin. Il se présente au monde comme un grand humaniste.
Il organise une conférence géographique à Bruxelles et crée une organisation philanthropique, l'Association internationale africaine, dont le but officiel est de lutter contre la traite des esclaves arabes, d'apporter la civilisation et le libre-échange au Congo. C'est une façade brillante, le monde applaudit. Grâce à d'habiles manœuvres diplomatiques et à beaucoup de mensonges, il réussit à faire reconnaître par les États-Unis et les puissances européennes sa souveraineté sur ce territoire immense, 80 fois plus grand que la Belgique. Il l'appelle l'État indépendant du Congo. Le nom est une imposture. L'État n'était ni indépendant, c'est sa propriété personnelle, ni un État au sens propre. C'est une gigantesque entreprise privée dont le seul but est de piller les ressources du pays pour l'enrichissement personnel de Léopold. Au début, l'ivoire est la principale source de profit. Mais à la fin du siècle, l'invention du pneu par Dunlop crée une demande mondiale explosive pour une autre ressource dont le Congo regorge, le caoutchouc sauvage. C'est le début de l'enfer. Pour maximiser les profits, Léopold met en place un système de travail forcé d'une cruauté inimaginable. L'ensemble de la population congolaise est réduite en esclavage. Chaque village est soumis à un quota de caoutchouc à récolter. Pour s'assurer que les quotas sont remplis, l'armée privée de Léopold, la force publique, composée d'officiers blancs et de soldats noirs recrutés de force, prend les femmes et les enfants en otage. Si les hommes ne rapportent pas assez de caoutchouc, leur famille est massacrée. Le système est d'une barbarie sans nom. Les tortures, les flagellations, les exécutions sommaires sont monnaie courante. Mais le symbole de cette horreur devient la main coupée. Pour prouver qu'elles n'ont pas gaspillé leurs balles en chassant, mais qu'elles les ont bien utilisées pour tuer des rebelles ou des fuyards, les soldats de la force publique doivent rapporter la main droite de chaque personne qu'ils ont tuée. Mais souvent, pour atteindre leur quota de mains ou pour économiser des munitions, ils se contentent de couper les mains de personnes vivantes, y compris des enfants. Des paniers de mains coupées deviennent une sorte de monnaie macabre dans l'administration coloniale. La population du Congo s'effondre. Les historiens estiment qu'entre la fin des années 1880 et 1908, la population a diminué de moitié. Entre 8 et 10 millions de personnes sont mortes de faim, de maladie, d'épuisement ou tout simplement massacrées. C'est un génocide silencieux, caché au monde derrière la façade philanthropique de Léopold. Pendant ce temps, en Belgique, Léopold utilise les fortunes colossales tirées du Congo pour embellir Bruxelles, Ostende et d'autres villes belges. Il fait construire des parcs, des avenues, des musées, des arcs de triomphe. Il est surnommé le roi bâtisseur. Personne ne sait ou ne veut savoir que le ciment de ces magnifiques bâtiments est le sang et les larmes du peuple congolais. Mais la vérité finit par éclater. Des missionnaires protestants, comme le Britannique Edmund Morel, ancien employé d'une compagnie maritime qui comprend que le trafic entre la Belgique et le Congo est déséquilibré. Des armes et des munitions y sont envoyées, mais seules des richesses en reviennent. Et le diplomate britannique Roger Casement commence à documenter les atrocités. Il lance l'une des premières grandes campagnes internationales pour les droits de l'homme de l'histoire. Des photos de victimes aux mains coupées circulent dans le monde entier, choquant l'opinion publique. Des écrivains comme Mark Twain et Arthur Conan Doyle se joignent à la campagne. La pression devient si forte que Léopold est finalement contraint, en 1908, de céder sa colonie personnelle à l'État belge. Il meurt l'année suivante, sans jamais avoir mis les pieds au Congo et sans jamais avoir exprimé le moindre remords. Sa toxicité est celle d'un homme d'affaires moderne et respectable qui a organisé un holocauste depuis son bureau. Il a montré que la cupidité, protégée par l'hypocrisie et la distance bureaucratique, peut être une arme de destruction massive aussi efficace que la folie ou la paranoïa des tyrans d'antan. Son histoire est une tache indélébile sur la conscience de l'Europe, un rappel brutal de ce qui peut se passer lorsque la vie humaine est réduite à une simple variable dans une équation de profit. Cette déconnexion entre l'homme et ses actes, cette capacité à ordonner l'horreur sans se salir les mains, est peut-être la forme la plus dangereuse de pouvoir toxique. Une forme de pouvoir qui n'est pas si éloignée de celle d'un autre roi plus ancien, dont les caprices personnels et les désirs égoïstes ont plongé son royaume dans une révolution religieuse et une terreur d'État,
Tout cela pour une raison apparemment simple, le désir d'avoir un fils. Nous parlons bien sûr d'Henri VIII d'Angleterre. Au début de son règne, en 1509, personne n'aurait pu prédire la tournure des événements. Le jeune Henri est l'incarnation du prince de la Renaissance. Il est grand, athlétique, musicien, théologien. Il est l'espoir de la nation, un contraste éclatant avec son père, le maussade et avare Henri VII. Il est marié à Catherine d'Aragon, la veuve de son frère aîné, et tout semble aller pour le mieux. Mais une obsession va bientôt consumer le roi, celle d'avoir un héritier mâle pour assurer la continuité de la dynastie des Tudors encore fragile. Catherine lui donne plusieurs enfants, mais une seule survit, une fille, Marie. Pour Henri, c'est une catastrophe. Il est convaincu d'être maudit par Dieu pour avoir épousé la femme de son frère, un acte interdit par la Bible. Et puis, il tombe éperdument amoureux d'une jeune dame d'honneur de la cour, la fascinante et ambitieuse Anne Boleyn. Elle refuse d'être sa maîtresse. Elle veut être reine. Pour l'épouser, Henri doit annuler son mariage avec Catherine. C'est le début d'un drame personnel qui va devenir une révolution nationale. Le pape, sous la pression de l'empereur Charles Quint, neveu de Catherine d'Aragon, refuse d'accorder l'annulation. Pendant des années, Henri tente de le convaincre sans succès. Finalement, poussé par son désir pour Anne et son obsession d'un héritier, il prend une décision radicale sans précédent. En 1534, par l'acte de suprématie, il rompt avec l'Église catholique de Rome qui domine la vie spirituelle de l'Europe depuis un millénaire. Il se proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre. Ce n'est pas, au départ, une conversion au protestantisme. C'est un acte politique, un divorce à l'échelle d'un royaume. Mais ses conséquences sont immenses. Quiconque refuse de reconnaître la suprématie du roi sur l'Église est considéré comme un traître. Son ami et chancelier, le grand humaniste Thomas More, refuse de prêter serment. Il est décapité. L'évêque John Fisher subit le même sort. Une vague de répression s'abat sur le pays. Pour remplir les caisses de l'État et briser le pouvoir de l'ancienne Église, Henri ordonne la dissolution des monastères. Des centaines d'abbayes et de couvents, qui sont depuis des siècles des centres de richesse, de culture et de charité, sont fermés, leurs terres et leurs trésors confisqués par la couronne. Les moines et les nonnes sont chassés. Cette destruction du patrimoine religieux et culturel de l'Angleterre est une véritable révolution. Le pays est coupé en deux. Des révoltes éclatent, notamment dans le nord, comme le pèlerinage de Grasse, qui sont réprimés dans le sang. Henri, autrefois le prince charmant, devient un tyran obèse, malade et paranoïaque. Son drame personnel continue de dicter la politique du royaume. Anne Boleyn, pour qui il a tout risqué, ne lui donne qu'une fille, la future Élisabeth Ier. Déçu et déjà lassé d'elle, Henri l'accuse d'adultère, d'inceste et de sorcellerie. Des accusations probablement fausses, mais suffisantes pour la faire décapiter à la Tour de Londres. 11 jours plus tard, il épouse Jane Seymour. Elle lui donne enfin le fils qu'il désirait tant, le futur Édouard VI. Mais elle meurt de complications postpartum. Henri est dévasté. Son histoire matrimoniale continue. Il épouse Anne de Clèves pour des raisons diplomatiques, mais la trouve si laide qu'il annule le mariage après quelques mois. Il épouse ensuite la jeune Catherine Howard qu'il adore, mais elle le trompe. Elle est décapitée, tout comme ses amants. Sa 6e et dernière femme, Catherine Parr, une veuve pieuse et intelligente, réussit à survivre à son mari. 6 épouses, 2 décapitées, 2 divorcées, une morte en couche, une survivante. C'est le résumé brutal d'un règne où le lit du roi est devenu le centre de la politique nationale et religieuse. La toxicité d'Henri VIII est celle d'un égocentrique absolu. Ses croyances religieuses, ses alliances politiques, tout change en fonction de ses désirs et de ses peurs. Il exécute les catholiques qui refusent de le reconnaître comme chef de l'Église. Puis, il fait brûler les protestants qui vont trop loin dans la réforme, car il se considère toujours comme un bon catholique, juste sans le pape. Son règne est un chaos de terreur et de contradictions, gouverné par les caprices d'un homme qui a confondu sa volonté avec celle de Dieu. Il a laissé à sa mort un pays profondément divisé sur le plan religieux. Une division qui allait provoquer des décennies de conflits sanglants sous ses enfants, Édouard, Marie et Élisabeth.
Il a renforcé le pouvoir de la monarchie et du Parlement qui a voté toutes ses lois et a, sans le vouloir, jeté les bases de l'identité nationale anglaise distincte du continent européen. Mais il l'a fait dans le sang en sacrifiant amis, épouses et principes sur l'autel de son ego monstrueux. Il est la preuve que les passions d'un seul homme au pouvoir peuvent redessiner la carte spirituelle d'une nation et laisser des cicatrices qui mettront des siècles à guérir. Sa quête d'un héritier a presque détruit son royaume, mais son échelle de destruction, bien que grande, reste nationale. Pour trouver le dernier et peut-être le plus terrible de nos monarques toxiques, nous devons nous tourner vers les vastes steppes d'Asie centrale, où un homme a bâti un empire si immense que sa cruauté a dû être exercée à une échelle presque inimaginable. Un conquérant dont le nom est devenu synonyme de destruction totale et dont la signature était des pyramides de crânes. Cet homme, c'est Tamerlan ou Timur le Boiteux. À la fin du XIVe siècle, le monde islamique est encore sous le choc de l'invasion mongole, les grands empires sont fragmentés. C'est dans ce vide de pouvoir qu'émerge un chef de guerre d'origine turco-mongole, issu d'une petite tribu de Transoxiane, l'actuel Ouzbékistan. Timur n'est pas de la lignée de Gengis Khan, il ne peut donc pas apporter le titre de Khan. Il se nommera émir, mais dans les faits, il sera plus puissant et plus destructeur que la plupart des héritiers de Gengis. Il est boiteux d'une jambe et à 2 doigts de la main droite paralysée, des blessures de jeunesse qui ne font que renforcer sa détermination de fer. C'est un homme d'une intelligence brillante, un maître du jeu d'échecs, un patron des arts et de l'architecture, mais aussi un stratège militaire impitoyable et l'un des plus grands massacreurs de l'histoire. Son ambition est sans limite. Il veut restaurer l'empire mongol de Gengis Khan et faire de sa capitale, Samarcande, la plus belle ville du monde. Pour y parvenir, il va passer 35 ans de sa vie en campagnes militaires incessantes qui vont dévaster une immense partie du globe, de l'Inde à la Russie, de la Syrie à la Turquie. La cruauté de Tamerlan n'est pas celle impulsive d'un fou. Elle est rationnelle, stratégique et utilisée comme une arme de terreur psychologique. Sa méthode est simple et terriblement efficace. Lorsqu'il arrive devant une ville, il lui offre une chance de se rendre. Si la ville se rend sans combattre, elle est épargnée, mais doit payer un lourd tribut. Si elle résiste, son sort est scellé. Une fois la ville prise, la population est systématiquement massacrée. Mais Tamerlan ne se contente pas de tuer. Il met en scène la mort pour qu'elle serve d'avertissement à tous les autres. À Ispahan, en Perse, après une révolte de la population, il ordonne à ses soldats de rapporter chacun une tête. Ils construisent ensuite une pyramide de 70 000 crânes humains. À Bagdad, qui a osé lui résister, il fait massacrer la quasi-totalité de la population et élève 120 tours faites avec les têtes des victimes. À Delhi, en Inde, il fait exécuter 100 000 prisonniers hindous en un seul jour, de peur qu'ils ne se révoltent pendant la bataille contre le sultan. Ces conquêtes sont des tsunamis de violence qui laissent derrière elles des déserts. Des régions autrefois florissantes, comme la Perse ou la Mésopotamie, sont ruinées pour des siècles. Leur système d'irrigation détruit, leurs villes rasées. Ce n'est pas un barbare ignorant, c'est un connaisseur de la culture. Mais il pratique une forme de pillage culturel systématique. Lorsqu'il conquiert une ville, il épargne les artisans, les artistes, les savants. Tous les autres sont tués. Il déporte ensuite cette élite à Samarcande pour construire et embellir sa capitale. Samarcande devient une ville magnifique, un joyau de l'architecture islamique, mais elle est construite sur les ossements de millions de personnes et peuplée de génies en exil. C'est une beauté née de l'horreur. Tamerlan se voit comme le fléau de Dieu, un instrument de la colère divine envoyé pour punir les pécheurs et les mauvais dirigeants. Sa religiosité est sincère, mais elle ne le retient pas de massacrer des populations musulmanes aussi bien que chrétiennes ou hindoues. Sa logique est celle du conquérant absolu. Toute résistance est une insulte à sa mission divine et doit être anéantie de la manière la plus spectaculaire possible. Il n'y a pas de place pour la pitié ou le compromis. Son empire est maintenu par la peur seule. Dès qu'il quitte une région, les révoltes éclatent, ce qui l'oblige à y retourner pour massacrer à nouveau. C'est un cycle sans fin de conquête et de répression. En 1402, il remporte sa plus grande victoire.
Il affronte et écrase l'armée de l'Empire ottoman à la bataille d'Ankara, capturant le sultan Bayezid, surnommé l'Éclair. Il aurait humilié son prisonnier en l'utilisant comme marchepied et en l'exhibant dans une cage de fer. Cette défaite retarde d'un demi-siècle la chute de Constantinople. À la fin de sa vie, son empire s'étend sur une grande partie de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, mais ce n'est pas un État stable, c'est un empire militaire personnel qui ne repose que sur son génie et sa terreur. À 70 ans, il se lance dans sa dernière et plus folle ambition, la conquête de la Chine des Ming. C'est en plein hiver, en route vers la Chine, qu'il tombe malade et meurt en 1405. Sa mort est presque aussi soudaine que sa montée en puissance. Sans lui, son immense empire s'effondre rapidement, se fragmentant en territoires dirigés par ses descendants. Son héritage est paradoxal. Il a été un destructeur de civilisation responsable de la mort d'environ 17 millions de personnes, soit près de 5% de la population mondiale de l'époque. Mais il a aussi été, à travers les Timourides, le précurseur d'une dernière grande renaissance culturelle et artistique dans le monde islamique. Il est l'incarnation ultime du pouvoir toxique à l'échelle impériale, un homme dont la volonté a redessiné la carte du monde dans le sang, laissant derrière lui des pyramides de crânes comme monuments éternels à sa gloire terrible et vaine. Nous avons traversé les siècles, explorant les recoins les plus sombres du pouvoir humain. Des fous de Rome aux bourreaux calculateurs des temps modernes, des rois mesquins aux conquérants du monde. Nous avons vu le pouvoir comme un poison qui déforme l'esprit, comme une drogue qui isole de la réalité, comme un outil qui transforme la cruauté en système. Mais ce poison a-t-il disparu? Ou a-t-il simplement changé de forme, troquant sa couronne contre un costume d'affaires et son sceptre contre un algorithme sur un réseau social? Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour le monde contemporain? La tyrannie ouverte d'un seul, visible par tous et contre laquelle on peut se révolter? Ou la manipulation cachée de millions de personnes qui agissent en pensant être libres alors que leurs choix sont dictés en secret? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre perception de la menace moderne nous est précieuse.